Bonjour Monsieur le Ministre, merci de nous rejoindre. Merci Julien de Normandie. Dominique Chargé qui nous accueille avec ses équipes et qui nous offre ce moment important, même s'il est en digital, mais riche d'enseignements, d'échanges et de partage. Partage d'expériences d'ailleurs, de regards contradictoires, mais on s'est dit qu'on se parlait sans tabou, sans langue de bois. Et vous avez vu que chacun ici a usé de son droit de parler sans tabou et sans langue de bois. Avant de vous questionner, Dominique Chargé, peut-être juste un mot à vous, Julien de Normandie. J'aurai aussi quelques questions, bien sûr, pour vous tout à l'heure, mais un mot sur l'invitation que vous avez acceptée de la part de la coopération agricole. Vous avez en face de vous, parmi les milliers de personnes qui nous regardent aujourd'hui, celles et ceux qui font l'agriculture française notamment et la richesse de notre agroalimentaire. C'est un monde que vous connaissez bien. Oui, je confesse bien volontiers que c'est un monde que je connais bien et dont je partage la même passion, et je suis à peu près fait du même bois, je vais le dire comme ça. Après, c'est très important pour un ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation d'être aujourd'hui présent au sein de ce congrès de la coopération agricole. La coopération agricole, les coopératives agricoles sont des entités structurantes partout sur nos territoires. Bien sûr. C'est l'immense majorité des produits agricoles qui passent par les coopératives. C'est 2 agriculteurs sur 3 qui sont membres d'une coopérative. Les coopératives font vivre notre monde agricole. Et on partage des défis en commun, on partage des enjeux à relever ensemble. Et donc c'est évidemment ma place aujourd'hui, et je le fais en plus avec énormément de plaisir, mais autant de détermination. Et nous n'en doutons pas, bien sûr. Ces enjeux et ces défis, c'est ce que va nous partager Dominique Chargé, au nom, bien sûr, de toutes les personnes, toutes les femmes et les hommes qui font cette richesse du monde de la coopération agricole partout en France. Dominique Chargé, vous avez enclenché une transformation de votre organisation, justement. C'est quoi votre mission, précisément, aujourd'hui, à la coopération agricole? D'abord, peut-être je voudrais saluer Julien de Normandie, notre ministre de l'Agriculture, le remercier très chaleureusement d'être présent parmi nous cet après-midi. Et je sais que c'est un ministre très investi, très à l'écoute, très impliqué aujourd'hui autour de des sujets dont on va parler, dont on a parlé. Et je voulais très chaleureusement l'accueillir parmi nous et le remercier. Remercier aussi l'ensemble des participants à nos tables rondes pour la franchise, la clarté, le débat qui a eu lieu, que nous souhaitions et qui est nécessaire, qui est, je l'espère, utile, mais qu'il faut poursuivre. Bien sûr. Et en tout cas qui éclaire ce que sont aujourd'hui ces incompréhensions entre nos deux mondes. Alors, sur la question des missions de la coopération agricole, notre mission fondamentale, c'est bien sûr toujours d'accompagner les coopératives agricoles qui sont adhérentes de la coopération, qui sont les entreprises des agriculteurs partout sur les territoires, pour en préserver, assurer l'activité et en préserver la pérennité. Mais pour le faire mieux dans le monde où nous sommes aujourd'hui et en adéquation finalement avec ce que sont ces attentes et ces enjeux de notre époque, eh bien nous avons effectivement opéré une transformation ces dernières années dans notre organisation professionnelle. Bien voilà, parce que nous devons être une organisation à l'écoute, ouverte sur le monde, à l'écoute de ce que sont aujourd'hui les questions posées par les différentes parties prenantes qui gravitent autour de nos activités. Voilà, parce que un certain nombre d'événements ont eu lieu, le monde a changé. On le sait également, les EGA, les États généraux de l'alimentation en 2017 et de même le Grenelle de l'environnement en 2007, avaient fait rentrer quelque part l'ensemble des parties prenantes, la société civile, dans nos activités, autour des questions de nos activités, poser des questions et sur lesquelles on doit être à l'écoute et qu'on doit inclure dans nos enjeux. Donc on doit apporter des réponses pour les coopératives agricoles, pour les différentes, autour de ces questions qui sont posées par les différentes parties prenantes. Ces réponses doivent aujourd'hui inclure ces grands enjeux de notre secteur dans un environnement qui est un environnement très concurrentiel. Oui. Donc il ne faut surtout pas perdre ça de vue. Et pour nous, l'équation que nous devons résoudre, c'est celle finalement de la compétitivité et des transitions qui sont quelque part les clés de la souveraineté alimentaire. Et donc pour nous, sans compétitivité, il n'y a pas d'avenir possible, mais sans transition, il n'y a pas d'avenir possible non plus. Et donc notre grand défi, c'est de résoudre cette équation en associant les deux. Ce qui a été dit et que je voudrais reprendre, c'est que tout ça impacte directement, percute directement et de manière massive
nos modèles économiques un peu historiques. Et nous avons aussi à gérer une transformation dans nos modèles économiques et que ça induit donc, j'allais dire, une certaine angoisse, une certaine insécurité pour les entreprises pour lesquelles, évidemment, nous avons besoin d'être rassurés, sécurisés. Voilà, donc notre rôle, c'est d'expliquer ces changements à travers cette équation complexe qu'est la compétitivité et la transition, en se faisant le lien, évidemment, avec les pouvoirs publics, mais également avec les parties prenantes, ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui, mais qu'on va faire maintenant de manière permanente, puisque nous venons de constituer au sein de la coopération agricole un comité des parties prenantes qui va maintenant nous mettre dans un dialogue un peu permanent avec la société. Vous posez la question précise d'un pacte pour demain. C'est d'ailleurs le sujet de nos échanges aujourd'hui dans cet événement exceptionnel. Sur quoi repose-t-il, ce pacte si particulièrement ? Ce pacte pour demain, pour nous à la coopération agricole, il repose principalement, et j'allais dire presque exclusivement, sur la confiance, la restauration de la confiance avec l'ensemble de nos parties prenantes. Bien sûr, avec les agriculteurs et les associés coopérateurs, sans lesquels rien n'est possible, mais aussi avec l'ensemble des citoyens, avec les consommateurs, et évidemment aussi avec les pouvoirs publics. Mais la question de la confiance, elle est prioritaire, elle est numéro 1 pour nous, parce que cette question de la confiance est la condition de l'acceptabilité de nos métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et sans confiance, il n'y aura pas de réussite, mais j'allais dire sans pragmatisme non plus. Donc nous avons besoin de confiance et nous avons besoin aussi de pragmatisme. On l'a vu cet après-midi. Il y a un fossé énorme qui s'est creusé aujourd'hui entre la perception, la compréhension que nos concitoyens, que les Français ont de nos métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. On le voit, il y a une confusion, un mélange des genres dans les expressions que l'on a pu entendre sur ce qui concerne nos activités. Ce lien entre l'agriculture et le consommateur et le citoyen, il s'est distendu parce que le monde s'est urbanisé et parce que finalement, il y a une méconnaissance, voire maintenant une défiance qui s'est installée autour des questions qui sont des questions importantes pour nous. Ce qui est encore plus complexe, c'est que finalement, ces attentes, et je crois que les micro-trottoirs s'en sont fait l'écho, elles sont fragmentées. On a de plus en plus d'attentes éclatées. En fait, tout le monde veut de tout et éventuellement le contraire de tout. En France, on n'est pas les seuls à être exposés à ça. Tout le monde a un avis sur tout. D'ailleurs, Coluche disait très bien, il me semble, quelque chose comme tout le monde a un avis sur tout et tout le monde a surtout un avis. Hein. Donc finalement, tout le monde devient expert un peu de tout, tout le monde s'exprime et ça conduit finalement à des injonctions, à des paradoxes, à des injonctions contradictoires. Ça conduit à des approches très binaires, c'est bien, c'est pas bien, il faut pas. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous. Donc pour nous, la question, c'est évidemment de comprendre ces attentes, d'y répondre, parce que notre objectif ne peut être autre que de fabriquer des produits que les Français vont acheter et consommer, mais on doit le faire en faisant prendre conscience de ce que sont la nécessité des transitions, et notamment du temps dont nous avons besoin. Parce que nous sommes, comme entrepreneurs du vivant, exposés, liés au temps long, au temps évidemment de la terre, au temps de l'innovation, au temps de la recherche de l'innovation, de l'appropriation de nouvelles pratiques et de nouvelles technologies. Donc cette réponse, elle passe forcément par un temps qui est long, qui n'est pas évidemment, et ça a été dit très bien tout à l'heure par Sophie Primas, qui n'est pas forcément et qui n'est sûrement pas le temps du politique, le temps de la communication, le temps du marketing. Donc il nous faut faire preuve, et ça a été dit et je le reprends, de réalisme d'abord, de pragmatisme, je l'ai dit, mais aussi de pédagogie. L'éducation est prioritaire autour de ce que nous avons à faire. Et comme vous parlez de confiance, et comme ça ne se décrète pas, la confiance, comment faire pour la restaurer, justement, cette confiance ? Alors, en ce qui concerne le modèle coopératif, restaurer la confiance, c'est d'abord respecter des fondamentaux. Les coopératives sont des entreprises d'hommes. Ce ne sont pas des entreprises de capitaux. Alors, ce sont des entreprises d'hommes. De femmes et d'hommes. De femmes et d'hommes. D'hommes avec un grand H. Tout à fait. Incluant les femmes. Ce sont des entreprises de personnes qui fonctionnent évidemment de manière démocratique. Un homme, une voix. Donc, dans le modèle coopératif, le fonctionnement coopératif, il y a un temps pour le dialogue, pour le débat. Il doit y avoir un temps pour la décision. Il y a ensuite un temps pour l'exécution, la mise en œuvre, et il y a un temps pour rendre compte, pour dire ce qu'on a fait. En somme, finalement, c'est dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Et la confiance entre la coopérative et son associé coopérateur, parce que sans eux, je l'ai dit tout à l'heure, rien n'est possible, eh bien,
on se constate d'abord que l'on a là aussi, dans les attentes de nos associés coopérateurs, une fragmentation, un éclatement des attentes. Les attentes d'un associé coopérateur aujourd'hui sont assez différentes et surtout beaucoup plus éclatées de ce qu'elles étaient il y a 10, 15 ou 20 ans. Et donc, pour nous, la première question, c'est d'être capable d'être capable de pouvoir répondre à la diversité de ces attentes et accompagner chacun, finalement, à la hauteur et à la mesure de ce qu'il attend. Le deuxième point, en clé de réussite par rapport à la confiance avec l'associé coopérateur, c'est de conduire l'accompagnement en fonction, finalement, des attentes des marchés et donc de créer de la valeur à travers une réponse appropriée et une meilleure rémunération des agriculteurs qui sera aussi le socle de la restauration de la confiance entre la COP et l'associé coopérateur. Et là, il y a un premier message, c'est que notre rôle aujourd'hui, ça n'est plus forcément produire pour le plaisir de produire, mais c'est organiser les filières pour mettre en adéquation l'offre de production par rapport aux attentes des marchés. Et je dis par rapport aux attentes de tous les marchés. C'est la meilleure façon d'être compétitif, d'être résilient et d'apporter de la valeur. Et j'allais dire à Monsieur le ministre, c'est le seul vrai bon sens à la contractualisation, si on veut qu'elle réponde aux objectifs qu'on s'est fixés et surtout si on veut qu'elle dure. Ensuite, il y a la confiance à l'autre bout de la chaîne avec le consommateur. Nous devons proposer des produits de qualité, des produits qui sont sains, qui sont durables, qui sont accessibles à tous et qui répondent aux attentes et aux envies de consommation chez nous, ici en France, mais partout dans le monde. Et pour répondre aussi aux consommateurs, nous nous engageons. Au niveau de la coopération agricole, nous prenons des engagements. Nous voulons agir collectivement pour accompagner la mise en œuvre des transitions. Quand je dis ça, c'est bien un engagement collectif de la coopération agricole. Ça n'est pas un engagement individuel de chaque coopérative, ni un engagement individuel d'une section ou d'un métier. Nous voulons incuber et massifier des solutions pour réduire l'usage et l'impact des produits phytopharmaceutiques. Nous voulons agir pour préserver la biodiversité, pour contribuer à la neutralité carbone en 2035, pour améliorer simultanément le bien-être des hommes, celui des animaux et de leur environnement. Et nous voulons valoriser les emplois, développer les compétences des agriculteurs et des salariés. Voilà des engagements. Alors, ce que nous prenons, c'est des engagements de faire, mais nous prenons aussi l'engagement de rendre compte, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire apporter la preuve de ce que nous mettons en avant. Donc, plus ce que je disais tout à l'heure aussi, un engagement de pédagogie, dire ce qu'on fait, comment on le fait, combien ça coûte, et pour que ce soit encore plus clair, pourquoi ça coûte ce que ça coûte. Oui. Voilà. Donc, pour nous, c'est rétablir le lien de confiance, c'est rétablir finalement le lien de confiance entre l'associé coopérateur et le consommateur. On parle là des relations entre vous, les agriculteurs, avec les consommateurs, bien sûr. Qu'en est-il des relations avec les pouvoirs publics? Qu'est-ce que vous pouvez en attendre? Le ministre est ici présent à votre écoute et au nom de toutes celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Qu'attendez-vous des pouvoirs publics? D'abord, je redis, je salue l'engagement, l'investissement du ministre aujourd'hui auprès de nous, l'ensemble des organisations et du monde agricole. C'est important, mais je veux saluer son action depuis 18 mois. Parce que c'est important pour nous d'avoir aujourd'hui ce ministre engagé pour traiter ces questions de souveraineté alimentaire. Avec les pouvoirs publics, nous poursuivons la même mission, c'est celle d'accompagner les filières, d'accompagner l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire et d'accompagner la vitalité des territoires. Avec vous, Monsieur le ministre, nous partageons la même préoccupation, on se l'est dit bien des fois, c'est remettre de la raison, de la science et de la raison, disons nous-mêmes, au cœur de nos activités, c'est sûr, mais aussi au cœur du débat de la société. Et nous avons donc forcément à travailler ensemble, et je redis, c'est d'ailleurs ce que nous faisons ensemble depuis 18 mois. La confiance, c'est un socle qui se construit, elle ne se décrète pas. Donc elle se gagne, elle se mérite, elle est donc exigeante et elle prend du temps. Et pour ces raisons-là, la solution de facilité pourrait être de passer tout par le réglementaire, en pensant qu'en réglementant, on va plus vite, on obtient de meilleurs résultats, on contrôle mieux et finalement on sanctionne. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Ma conviction, à moi, c'est que pour faire ce que nous avons à faire, mener les transitions nécessaires, nous devons
produire ensemble de l'intelligence collective. C'est à mon avis indispensable, parce que nous devons embarquer les agriculteurs, nous devons embarquer les entrepreneurs, nous devons être dans une dynamique de l'adhésion à ce que nous voulons faire. Et donc, ce besoin de confiance de la part des pouvoirs publics, il se construit. Nous devons, je pense, d'abord établir ensemble des objectifs de résultats qui soient ambitieux, mais qui soient réalistes et pragmatiques. Nous devons laisser opérer en responsabilité les acteurs de terrain en leur mettant les moyens adaptés et cohérents à l'exercice des objectifs poursuivis. On doit aussi, évidemment, évaluer, contrôler quelque part, évaluer les actions, mesurer les résultats, et là où c'est nécessaire, corriger. Mais surtout, ne pas faire d'un cas particulier une généralité, parce que là, on crée de la surréglementation. La loi Egalim, pour en dire un mot, Egalim 1 et Egalim 2, parce que Egalim 2 est la poursuite d'Egalim 1, est assez emblématique. Évidemment que l'objectif est vertueux, que nous partageons, ce n'est pas nous agriculteurs qui allons dire le contraire de la nécessité d'augmenter la rémunération, le revenu des agriculteurs et le fait qu'ils puissent vivre dignement de leur métier. Mais la loi ne fait pas les marchés, ne fait pas l'économie, elle ne fait pas les cours. C'est la somme des marchés sur lesquels nous sommes, c'est l'offre et la demande, qui par le jeu font finalement la rémunération des agriculteurs. L'ignorer serait d'ailleurs nous mettre en difficulté par rapport à notre compétitivité, mais ça je pense qu'on est d'accord. Donc la solution c'est d'abord, elle devrait d'abord être, et je sais que vous le partagez monsieur le ministre, mais la solution devrait d'abord être la responsabilité collective de l'ensemble des acteurs sur la chaîne alimentaire. Alors j'ajoute que si in fine ça se traduit par l'amélioration ou une perspective d'amélioration de la rémunération des agriculteurs, ce que nous partageons, au détriment de la santé économique de leurs outils, au sacrifice de leurs outils économiques, nos outils de territoire, évidemment que c'est quelque chose que nous ne pourrons pas accepter et qui de toute façon ne serait qu'un marché de dupes ou une hypocrisie envers nos associés coopérateurs et envers les agriculteurs. Donc je dis juste attention au tout réglementaire, il peut être un frein au pragmatisme, un frein à l'innovation et finalement un frein à la prise de risque qui est inhérente à toute, j'allais dire, logique économique et entrepreneuriale. Je vais dire un mot également sur la séparation de la vente et du conseil. Notre objectif commun avec les pouvoirs publics, c'est bien de conduire les transitions et de réduire l'utilisation des intrants chimiques. Je pense que la contrainte réglementaire, qui est une obligation de moyens, donc par la séparation de la vente et du conseil, ne peut pas conduire à l'atteinte du résultat. Mais je pense que ce que je dis là est assez partagé, parce que finalement, ça conduit à une perte de repères pour les agriculteurs qui ont besoin de repères sur ces questions-là. Notre objectif partagé, ça doit être d'accompagner les agriculteurs dans l'amélioration de leurs pratiques au rythme où les solutions alternatives dont nous avons besoin pourront être mises en œuvre dès lors qu'elles sont techniquement fiables et économiquement viables. Et pour le faire, nous avons besoin de toutes les forces vives disponibles dans les campagnes, j'allais dire, y compris celles des coopératives. Donc c'est là où je pense que par rapport à l'objectif, la réglementation imposée ne nous permet pas d'optimiser le résultat de l'objectif que nous poursuivons. Donc si je résume mon message envers les pouvoirs publics et au gouvernement, c'est ne nous imposez pas des moyens, des obligations de moyens. Définissons, ne nous imposez pas des obligations de moyens, c'est ça que je voulais dire. Définissons ensemble des résultats, des objectifs de résultats, apportez-nous de la cohérence politique, de politique publique, faites confiance aux opérateurs de terrain. Ce sont d'ailleurs les premiers non seulement à avoir intérêt à conduire les transitions, mais à les faire réussir, parce que c'est la seule façon pour nous de construire l'agriculture et l'agroalimentaire français de demain. Et en somme, c'est la seule façon d'atteindre la souveraineté alimentaire et de mettre en œuvre la fameuse équation complexe, la solution à l'équation complexe de compétitivité et transition. Et tout cela notamment avec le modèle coopératif que vous représentez, avec celles et ceux qui sont connectés avec nous. Vous faites preuve de beaucoup de pédagogie, d'ailleurs bravo, parce que encore dans la presse ce matin, je vous voyais un peu partout en train de me parler de ce modèle. Et en lisant la presse, je comprends mieux forcément l'intérêt du modèle coopératif. Donc merci pour ça. Il y a une mission d'information parlementaire qui vient d'être lancée sur ce modèle coopératif. Comment est-ce que vous abordez-vous cette question avec cette mission ? On l'aborde dans un esprit ouvert et constructif,
parce que ça nous semble effectivement un bon moyen, un bon moment pour remettre un peu les choses à plat. J'allais dire l'église au milieu du village, on a tout à l'heure parlé des cloches qui sonnaient dans nos campagnes, de faire de la pédagogie autour du fameux modèle coopératif. Ses droits, ses devoirs, ses obligations, mais aussi les services qu'il rend aux territoires, aux collectivités, aux agriculteurs et finalement aux citoyens et aux consommateurs. Bien sûr que les coopératives ont un statut à part. Ce sont des entreprises qui sont liées à leur territoire, donc elles sont en cela inopéables. Elles ne sont pas opéables et elles ne sont pas délocalisables. Elles sont indélocalisables. J'aime bien le terme indélocalisable par rapport à délocalisable. Elles sont indélocalisables et elles ont l'obligation de la collecte de toute la production de leurs adhérents. Donc ce statut à part leur confère forcément une responsabilité particulière dans les réponses qu'elles ont à apporter aux agriculteurs, qui d'ailleurs les attendent. C'est normal que les agriculteurs s'adressent à leurs coopératives. Elles ont donc en cela aussi un traitement à part. Mais je tiens quand même à dire ici que ce sont les entreprises les plus régulées et les plus contrôlées par le Haut Conseil de la coopération agricole et par la révision. Toutes les coopératives ont, tous les 5 ans, toutes les COP sont révisées pour finalement contrôler que la conformité de leurs actions, de leurs activités avec leurs obligations. Quelles sont les autres entreprises qui doivent faire face à ce type de contrôle? Donc j'alerte une nouvelle fois sur l'excès de la voie législative et réglementaire qui ne peut pas être la solution. Juste 2 choses. Les coopératives ne peuvent pas être le bouc émissaire des conséquences de la dérégulation des marchés qui crée de l'instabilité, qui crée de l'insécurité, qui crée du mécontentement chez les agriculteurs. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Qu'ils disent à leurs coopératives qu'ils ne sont pas contents, mais là, tout comme elles ne peuvent pas être non plus la variable d'ajustement de la guerre des prix que se livrent les distributeurs chez nous en France. Parce que ça crée aussi de l'insatisfaction et de l'insécurité et quelque part des revenus en baisse pour nos agriculteurs. Donc, en cela, on cherche quelque part, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, dans le tripatouillage réglementaire, des solutions à des choses qui ne sont absolument pas liées directement au fonctionnement et au modèle coopératif. Donc là aussi, j'en appelle à un peu de réalisme. Les coopératives ont besoin de pouvoir fonctionner en tant qu'opérateurs économiques. Je suggère plutôt que nous regardions concrètement, que nous regardions factuellement ce que les coopératives font et apportent, comme je disais tout à l'heure, aux agriculteurs, à la société, au territoire, sans niveler par le bas. Parce que si on prend toujours l'exception, la critique qui émerge ici ou là, alors on amène, si on en fait un cas général, une surréglementation qui finalement va niveler tout le monde vers le bas et créer une certaine forme de frustration ou d'inefficacité. Bien sûr qu'il y a des dysfonctionnements, bien sûr qu'il y a des difficultés et qu'il faut que nous sachions les regarder, y faire face, trouver des solutions, mais sans en faire des cas généraux. Nous devons trouver des solutions collectivement, dans une dynamique d'amélioration continue de nos processus de gouvernance. C'est notre responsabilité d'acteur, ça n'est pas systématiquement celle de l'État. Voilà comment nous abordons la mission d'information. Et merci d'être aussi clair là-dessus. Et pour aller plus loin, d'ailleurs dans la pédagogie et dans la sensibilisation à ce sujet, à votre rôle primordial, vous venez de sortir une plateforme de proposition qui s'adresse aux candidats à la présidentielle. Vous y parlez notamment de souveraineté alimentaire et de croissance responsable. Qu'est-ce que je dois savoir sur ces deux thèmes? Qu'est-ce que vous entendez derrière souveraineté alimentaire et croissance responsable? Alors, je vais tout d'abord dire à Monsieur le ministre que je vais avoir le plaisir de lui remettre tout à l'heure cette plateforme pour les présidentielles. Vous n'êtes pas candidat, Monsieur le ministre, d'accord. Justement, Monsieur le ministre, Julien de Normandie n'est pas candidat. Nous aurons ce débat tout à l'heure. Produire local, agir durable, pour une souveraineté alimentaire, par une croissance responsable, je pense que ça mérite effectivement quelques explications. Oui. Agir global, j'allais dire, c'est notre ADN. Produire local, c'est notre ADN coopératif. Produire dans les exploitations de nos associés coopérateurs, sur nos territoires, apporter une réponse quelque part aux consommateurs, aux citoyens qui veulent manger local, manger sûr, manger sain, de qualité, de façon accessible. Agir global, c'est parce que nous sommes dans un monde ouvert, où nous interagissons sur le plan géopolitique. On a vu qu'il y avait des enjeux géostratégiques importants autour des questions d'alimentation, dans des dynamiques économiques et commerciales,
et que finalement, nous devons le faire aussi avec la nécessité de réduire notre empreinte carbone, notre empreinte environnementale, et d'être conscient des enjeux sur l'insécurité alimentaire, impliqués aussi autour des questions sur l'insécurité alimentaire. La souveraineté alimentaire, alors pour nous, c'est nourrir les hommes de tous les besoins d'alimentation, tous les moments et tous les choix d'alimentation qu'ils vont faire. C'est être présent sur toutes les gammes, sur les entrées de gamme, sur les moyennes gammes et sur les hautes gammes, et d'être présent sur tous les marchés, y compris sur les marchés à l'international, parce que c'est le faire effectivement ici en France, mais c'est aussi le faire à l'export. La France est plébiscitée à l'exportation pour l'excellence de la qualité sanitaire de ses produits, de l'organisation de ses filières. Elle est également plébiscitée par rapport à la réputation de sa gastronomie. Et puis enfin, on l'a vu tout à l'heure, les exportations, les échanges internationaux sont nécessaires dans les équilibres matières pour nos entreprises. Le poulet dont les Français, entre guillemets, consomment les filets et ne mangent pas les cuisses. Quel dommage. Nourrir les hommes partout, c'est un enjeu géopolitique, géostratégique. 10 milliards d'êtres humains en 2050 sur la planète, c'est aussi une responsabilité. Et c'est finalement un monde d'opportunités. Saisissons plutôt ces opportunités pour assurer l'avenir de nos activités ici en France. Ce que nous allons chercher à l'étranger, à l'export, par la qualité et l'excellence gastronomique de nos produits, ça apporte de la valeur et ça sécurise de l'activité sur nos territoires. Je pense qu'il faut qu'on aborde les choses de cette façon-là. Ça veut donc dire qu'il faut être exigeant sans être élitiste. Et si je peux me permettre un commentaire, je pense que les états généraux de l'alimentation ont été un tout petit peu trop pilotés par justement une certaine forme d'idée élitiste de notre alimentation à travers la question et l'interprétation du haut de gamme, de la montée en gamme et du haut de gamme. Moi, je pense qu'il faut monter en gamme, mais il faut monter en gamme sur toutes les gammes. Et c'est très différent dans l'approche. Donc, ce n'est certainement pas un repli sur nous. Bien au contraire, c'est être maître de notre destin collectif, en nous dotant d'un modèle fort et d'un modèle pérenne. Pour le faire, on a besoin de croissance responsable. On a donc compilé 21 propositions dans notre plateforme pour l'élection présidentielle. Elles tiennent en 3 piliers qui sont indissociables, je tiens à le dire. Indissociables, produire plus, produire mieux, produire durable. Produire plus, parce qu'il faut bien répondre à cette demande sur tous les marchés. Ça veut dire réduire les distorsions de concurrence, ça a été abordé, mais je pense que c'est un point fondamental pour y arriver. Et ça veut dire aussi réduire les déficits majeurs sur certaines denrées agricoles. Le poulet a été cité tout à l'heure. 43% des poulets consommés en France sont importés. 50% des fruits et légumes. Je parle aussi assez souvent du cas de la tomate dont je ne vais pas reparler ici. Mais en tout cas, c'est de limiter les importations, c'est de reconquérir des parts de marché. Le deuxième pilier, produire mieux, c'est assurer la conduite des transitions écologiques avec l'objectif d'accroître nos capacités productives avec moins de carbone, moins d'intrants, moins de plastique, et de mettre donc en avant les solutions alternatives, efficaces, encore une fois, techniquement viables, fiables et économiquement viables, avant d'interdire toute autre forme d'action, et notamment d'intrants chimiques. Et enfin, le troisième pilier, produire durable, pour assurer la pérennité de nos territoires, dans une dynamique économique, le maintien des emplois sur les territoires, mais également pour la sécurisation et la diversification des revenus des agriculteurs, notamment avec des activités liées aux énergies renouvelables et à la bioéconomie. Voilà, c'est donc être acteur et mettre en œuvre par une croissance responsable pour atteindre l'objectif de souveraineté alimentaire. J'ai 2 dernières questions pour vous, Monsieur le Président, avant de laisser la parole à Monsieur le Ministre dans un instant. Tout à l'heure, on a diffusé dans cet événement des micro-trottoirs qui laissent la parole aux Français, avec toute la subjectivité, évidemment, que représentent ces micro-trottoirs. On a entendu parler notamment de décroissance. Alors moi, je vous pose la question. Quand un consommateur vous dit peut-être qu'on produit trop, peut-être qu'on consomme trop, etc., pourquoi ne pas produire moins? Est-ce que ce ne serait pas plus responsable de produire moins? En tout cas, c'est la question qu'ils vous posent. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, c'est la question qu'ils nous posent. C'est bien là où il y a un gouffre aujourd'hui entre la compréhension de nos activités et finalement le fait que la question de se nourrir aujourd'hui échappe à tout le monde et en tout cas n'est plus une préoccupation. Produire moins, ça n'est évidemment pas la réponse aux différentes attentes auxquelles on doit faire face. Ça voudrait dire choisir des marchés. Ça voudrait dire choisir qui nous nourrissons, qui nous ne nourrissons pas. Et donc, pour nous, c'est intenable. Ça n'est pas une réponse tenable,
ça n'est pas une réponse aux attentes. Et j'allais dire, mécaniquement, si nous produisons moins, nous générons plus d'importations. Tout ce que nous ne produisons pas chez nous, nous l'importons. C'est ce qu'on voit sur la volaille, sur les poulets, c'est ce qu'on voit sur les fruits et légumes. Et nous importons donc du CO2, du carbone que nous ne voulons plus produire chez nous. C'est donc ce que ça veut dire. Donc, l'autre idée reçue qu'il faut combattre, c'est que sans croissance et sans compétitivité, il n'y a pas de moyens pour les transitions, parce que les transitions, ça va coûter cher, et que dans cette équation de la compétitivité et des transitions, nous devons aussi avoir la possibilité de produire plus. En somme, pour moi, tout scénario finalement de décroissance, pour aller un peu vite, puisque je vois que le temps passe, crée finalement des inégalités en boucle. Ça détruit de la valeur, ça détruit de l'emploi, ça détruit du pouvoir d'achat et ça génère du CO2 importé. Donc ça n'est pas tenable. Finalement, pour moi, non seulement ça n'est pas un scénario envisageable, ce serait la fin de la souveraineté. Moi, je pense que non seulement ça n'est pas responsable, mais c'est même, je pense pouvoir le dire, irresponsable. Notre pacte de confiance à nous, c'est assurer la souveraineté alimentaire par une croissance responsable. Et pour le faire, nous avons besoin de travailler avec les pouvoirs publics, les collectivités territoriales et l'ensemble des autres acteurs de l'agroalimentaire. Juste en un mot, en fait, on est à la veille d'un nouveau mandat présidentiel dans notre pays. Dans 5 ans, la coopération agricole, vous aurez réussi si... Si, deux choses. Si collectivement, nous avons réussi à définir des activités, et si nous avons réussi à définir et activer une stratégie nationale pour restaurer la souveraineté alimentaire, si finalement nous sommes plus forts au niveau français, au sein d'une Europe dont nous avons besoin forte et cohérente, parce que cette question de la souveraineté alimentaire, elle n'est pas dissociable du périmètre européen. Et le deuxième point, c'est si notre secteur est à nouveau perçu comme un secteur attractif, si les agriculteurs s'installent, font confiance et s'installent bien sûr en coopérative, si nous arrivons à recruter des salariés dans nos entreprises, parce que ce sont les forces vives dont nous avons besoin aussi pour mettre en œuvre cette souveraineté alimentaire. C'est même un levier indispensable. Bon, voilà. Donc être attractif sera d'ailleurs le meilleur indicateur, et j'en termine par là, Nicolas, sera le meilleur indicateur si nous avons réussi finalement à relever le défi de la compétitivité. Si nous sommes redevenus attractifs, ce sera le meilleur indicateur pour dire que nous avons réussi à relever ce défi. Et nous devons le faire en confiance. Et c'est un bel objectif. Merci beaucoup, Dominique Chargé. Monsieur le ministre, de cet après-midi d'échange, beaucoup de questions à vous poser, mais d'abord, je vous laisse évidemment réagir peut-être à ce que vous avez entendu de la part du président Dominique Chargé dans ses propos et dans ses ambitions, et ce qu'il vous confie, et ce qu'il confie aux 5 prochaines années d'ailleurs. Énormément de choses ont été dites. J'imagine que vous y reviendrez aussi dans le cadre des questions. Moi, je pense que d'abord, c'est comme toute chose, il faut avoir une vision clairement établie. La vision, c'est celle de la souveraineté de notre pays. Il ne peut pas y avoir de souveraineté plus importante que notre souveraineté à nous nourrir, à nourrir le peuple de France. Et ça, c'est absolument essentiel. Alors après, la question, c'est comment on assure cette souveraineté, par quel truchement, par quels objectifs, par quels moyens. Est-ce par l'invective ou est-ce par l'investissement ? Évidemment que moi, je suis beaucoup plus sur le volet de l'investissement. Mais donc, il y a d'abord un élément très important qui est cette vision, mais ça n'étonnera personne, je l'ai fixé, cette souveraineté agroalimentaire, comme la vision politique qui était la mienne au premier jour où j'ai été nommé à ce ministère. Le deuxième élément qu'évoque Dominique Chargé, et qui est une question extrêmement intéressante, c'est en fait comment dans ce monde agroalimentaire, chacun assume ses responsabilités sans entraver la liberté de faire de l'autre. Et c'est extrêmement important. Moi, je considère toujours que l'État doit avoir un rôle qui est un rôle de libérer et de protéger quand c'est nécessaire, mais avec cette volonté de créer de la valeur, de créer de la croissance, d'être profondément innovant, d'imaginer toujours ce que peut être demain notre pays. Et c'est ce qu'on fait avec beaucoup d'investissements. Et quand je mets sur la table il y a quelques semaines, quelques mois, cette troisième révolution agricole, celle du vivant et de la connaissance, c'est exactement cela. Et c'est vrai que l'État, il a ce rôle-là, c'est-à-dire non pas de complexifier, mais de libérer. La difficulté, c'est que je pense qu'on s'accorde tous à dire cela,
Et après, la réalité, elle est parfois beaucoup plus difficile. Pourquoi elle est plus difficile? Parce que moi, je crois beaucoup à ce qu'a dit Dominique sur le sujet de la confiance. La vie, ça marche par la confiance. Ça ne peut être créateur de valeur que si on est sur ce pacte de confiance. Mais quand on reprend ce qui s'est passé, par exemple, avec la loi Egalim, Oui. Egalim 1, c'est une loi de confiance. Egalim 1, la loi pose des principes de confiance, la marche en avant du prix, etc. Et en fait, ça n'a pas marché. Et si on se parle franchement, c'est incroyable de devoir en venir à la loi Egalim 2. Mais pourquoi on le fait? Parce que le statu quo n'est pas tenable. Oui. Et donc moi, qui suis profondément pour libérer la création de valeur, pour ne pas entraver, pour pouvoir faire ce fameux level playing field, etc., etc., j'ai tout de même une responsabilité, c'est qu'à la fin des fins, quand on réalise que le statu quo n'est pas tenable, et il n'est pas tenable pour toute la chaîne agroalimentaire, les agriculteurs qui n'ont plus de revenus suffisants, le maillon intermédiaire industriel ou coopérative dont les marges de manœuvre n'ont cessé d'être réduites, et la grande distribution qui a une capacité d'autofinancement au plus bas. Mmh. Et donc, on est tranquillement tous en train de creuser notre propre sillon qui nous amène vers un mur. Bon. Et bien là, vous passez du libéré au protégé. Et moi, je l'assume, tout en ayant un regard extrêmement lucide sur comment en sommes-nous arrivés là. Mais quand à un moment donné, vous n'arrivez pas, et Dominique l'a dit, en disant ça devrait être de la responsabilité des filières. Bon, moi, le nombre de fois où j'étais invité à des réunions de famille où tout le monde s'engueulait, pas à titre personnel, hein, à titre professionnel évidemment, oui. Où tout le monde s'engueulait, personne n'arrivait à se mettre d'accord, c'est une réalité, on en a tous conscience. Bien sûr. Et donc, en fait, c'est là où on a toujours une difficulté, c'est de trouver le juste équilibre entre tout libérer et parfois avoir la nécessité de protéger. Moi, je considère, comme l'a dit Dominique, qu'à la fin des fins, le donneur d'ordre, c'est le consommateur. Je considère que notre agriculture, elle doit être forte si elle l'exporte, qui est d'ailleurs une belle caractéristique pour savoir si oui ou non on est compétitif. Donc moi, j'assume de parler compte de résultats et de compétitivité de toute notre chaîne agroalimentaire. Et je le revendique, parce que c'est ça qui assure notre souveraineté. Mais inversement, je revendique aussi d'avoir fait cette loi Egalim 2 avec des mesures de régulation, parce que on fait tous un constat qui est extrêmement lucide, qui est que le statu quo n'est pas possible. Alors après, ça c'est le premier élément. Et donc ça veut dire au final que tout le monde doit assumer ses responsabilités. Je crois que vis-à-vis des normes, et je suis le premier à dire qu'il faut libérer, mais bon, je crois que j'ai montré quand j'ai fait ce que j'ai fait sur la betterave que mon sentiment d'avoir que tout le monde soit logé à la même enseigne, c'est très important. Après, la difficulté, et ça, je rebondis sur la betterave, c'est très intéressant. Comment on arrive à faire le sujet de la betterave? Parce qu'on met la raison dans le débat. Parce qu'on dit, mais c'est un non-sens économique et environnemental que de dire on plombe une filière française et on va importer du sucre belge, polonais, allemand, etc. Et on le fait. Et donc on le fait avec un process, etc., où je dis, moi ma vision politique, c'est la souveraineté, et j'ai une méthode, c'est la raison, la science. Et ça, vous en parlez depuis tout à l'heure, mais tout le monde pourra reconnaître que ça fait 18 mois que je ne dis que ça. La question, c'est que une fois que vous faites ça, eh ben c'est vrai que la raison et la science oblige à se dire, par exemple, une fois qu'on aura planté des betteraves avec des néonicotinoïdes, vous avez des rotations de culture. Et quelles sont les rotations de culture? Et ces rotations de culture, fidèles à cette méthode qui est celle qui m'a permis d'introduire la betterave, eh ben vous interrogez l'ANSES, l'entité scientifique, qui dit scientifiquement, vous ne pouvez pas faire ça ou ça après. Et là, c'est là où il faut qu'on soit tous hyper cohérents et solidaires. C'est que si on veut remettre la raison et la science dedans, demain, quand les rotations de culture sont sur la table, je vais avoir la critique en disant mais rebelote, vous en rajoutez des normes. Non, je rajoute aucune norme. Je suis dans cette méthodologie qui est de remettre de la raison et la science. Le jour où je perds cela, c'est
toute l'architecture qu'on est en train de reconstruire avec beaucoup de force. Et je voudrais vraiment saluer le président chargé parce qu'il est très impliqué là-dessus et on y travaille tous les jours, qu'il l'impose. Donc deuxième exemple où on peut avoir une perception en disant mais qu'est-ce qu'ils font encore avec ces normes, etc., qui en fait non, qui est la ligne de crête sur laquelle on doit tenir si on veut remettre la raison de la science au centre de tout. Troisième exemple, la difficulté c'est qu'on est aussi dans un état de droit. Parfois c'est pas du tout l'exécutif, ni même les parlementaires, c'est par exemple le Conseil d'État. Les décisions qui ont été prises sur les ZNT au titre du principe de précaution, pas au titre Natura 2000, les VTH, on va dire c'est l'administration. Ben non. C'est le Conseil d'État. C'est le Conseil d'État, c'est le pouvoir de justice. Parfois, disant, on a sous-transposé, comme il tente à le dire sur Natura 2000, d'autres fois disant principe de précaution. Bon. Et là, partout dans les campagnes, on va dire rebelote, et c'est un peu ce que disait Gaspard Koenig tout à l'heure, rebelote, on entrave les libertés d'entreprendre. Oui. Ben non. En fait, je suis le premier, je peux vous dire, s'il y a bien ma méthode qui est d'ouvrir des sujets, de les traiter, de les fermer, s'il y a bien des sujets que je n'avais pas prévu de réouvrir, je vous le dis en toute sincérité, c'est bien cela. Hein. Bon. Et c'est là où, à la fin des fins, il faut que chacun, on soit toujours très lucide sur les responsabilités des uns et des autres. Il y a une responsabilité filière qui est énorme. Quand les associés coopérateurs s'engueulent avec les coopératives et vont venir chercher l'État, le truc, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Quand on en vient à faire Egalim 2, parce qu'Egalim, qui était une loi de confiance, ne marche pas, le truc, il n'est pas normal. Mais l'État doit assumer, parce que sinon, on va dans le mur. Mais le truc n'est pas normal. Quand vous avez la raison de la science, il faut assumer jusqu'au bout. Mais ce qui demande du courage, dans les deux sens, lever les verrous et accepter quand ça avance dans l'autre. Et quand vous avez un pouvoir juridictionnel supérieur, c'est l'exemple que je donne souvent, tribunal administratif, certes il y a le mot administratif, mais ce n'est pas l'administration. Et Conseil d'État, il y a État, mais ce n'est pas l'État. Bon. Et donc, on est dans l'ensemble de cette complexité qui rend le sujet, comme on dit dans le vivant, avec beaucoup d'entropie positive. Pour Merci. le dire poliment. Simplement, en toute simplicité. Merci, Monsieur le Ministre. Je reviens sur les mots que vous avez employés. Dans nos échanges cet après-midi, on a beaucoup donné la parole aux consommateurs, aux consommateurs, et qui est évidemment pétri d'injonctions contradictoires. Il veut du consommer local parce qu'il signe toutes les pétitions pour consommer local, mais en revanche, surtout pas à côté de chez lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la ferme soit à côté de chez lui, il ne faut surtout pas d'élevage à côté de chez lui, etc. Le local, mais loin de chez moi, mais en local quand même. Il y a ce consommateur qui défie un tout petit peu la science, qui nous dit à 40%, mais finalement, moi, je ne fais pas confiance à la science dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, etc. Quel est le rôle des pouvoirs publics, pas uniquement de votre ministère d'ailleurs, sur ces sujets, pour apporter de l'objectivité dans les débats entre les parties prenantes de la société, pour réhabiliter la science, pour éviter les blocages, bien sûr, et notamment ces blocages de nature idéologique? C'est déjà très dur dans la vraie vie, c'est encore plus dur quand vous êtes un responsable politique, parce qu'on y est confronté tous les jours et que par défaut, votre parole, parce que vous êtes un responsable politique, est parfois encore plus mise sous une suspicion que d'autres. Et d'ailleurs, on est tombé dans une société où la parole d'un expert vaut comme la parole de tout le monde. Ce qui est une vraie interrogation. Alors l'expert, il peut se tromper, il peut même être... c'est partout dans la vie, vous avez des gens qui sont bons et d'autres qui se gourrent. Mais il n'y a plus de hiérarchisation, y compris des paroles, y compris dans les moyens de communication aujourd'hui. Ce qui est une vraie interrogation de société, parce que ça induit justement à cette immense difficulté qu'on a, qui est que la science, la raison ne sont plus mis au centre de tout. Moi, j'ai une grande phrase, mais que je dis souvent, c'est que, en l'occurrence, la politique, ça ne doit jamais, jamais, jamais être l'émotion, jamais, jamais, jamais être la vertu, mais toujours, toujours être la raison et la science. Et c'est ma ligne depuis le début, mais qui, je peux vous le dire, est déjà compliqué. Dominique Chargé l'a dit, c'est compliqué quand vous êtes un acteur de la coopération agricole, c'est compliqué au carré quand vous êtes un politique qui défend l'action de la coopération agricole. Bon. Forcément. Une fois que j'ai dit ça, Dominique parlait de l'injonction contradictoire. Il y a cet écrivain philosophe Metin Arditi suisse qui lui parle de la cohabitation des contraires.
Cette cohabitation des contraires, moi j'ai résumé de manière très simple, c'est citoyen de bon matin, consommateur passé le quart d'heure. Bon. Ouais. Le fait c'est qu'elle existe. C'est un fait. Et donc, il ne faut surtout pas le prendre avec fatalité, il faut se battre avec beaucoup de force pour essayer de redresser la barre. Comment on fait? Le premier, mais vous l'avez dit dans la table ronde, j'y reviens pas, moi je pense que l'éducation a évidemment un rôle central, l'éducation primaire, secondaire, l'éducation dans les études de médecine. Quand vous voyez aujourd'hui que l'alimentation n'est pas enseignée dans les cours de médecine, alors que l'alimentation est le premier des médicaments, comme le disait Hippocrate, c'est un vrai sujet. Le deuxième élément, c'est que je pense en fait que notre société, et c'est le péché originel qu'on a laissé s'instaurer, notre société a perdu ce qui est le plus important, c'est la valeur de l'alimentation. Oui. Le gros problème, c'est que l'alimentation n'a plus de valeur. Donc, comme l'alimentation n'a plus de valeur, c'est une évidence même que dans un supermarché, il y aura des produits. C'est évident. Il n'y a pas de réfléchir, c'est évident. Hein, et c'est évident qu'il faut que je puisse subvenir à mes besoins alimentaires et physiologiques, mais l'alimentation a perdu sa valeur. Alors d'abord sa valeur nutritionnelle, et ça c'est un énorme problème, parce que la montée en gamme de la valeur nutritionnelle est un véritable enjeu, et d'ailleurs un enjeu sous la responsabilité de mon ministère avec les orientations nutritionnelles. Donc ça c'est un immense sujet. Deuxièmement, la valeur environnementale, c'est-à-dire que créer de la valeur environnementale ne crée plus de valeur économique sur un produit. Et donc on est dans une injonction et pas du tout ah bah oui, c'est vrai que si j'achète local, j'ai un impact sur l'environnement de tel ordre. Si j'achète un fruit de saison, c'est meilleur d'un point de vue nutritionnel et la valeur environnementale, elle justifie que, etc., etc. Et puis on a perdu aussi la valeur économique. Et quand vous voyez aujourd'hui la part du budget des citoyens dans l'alimentation depuis 1980 et même 1960, elle ne cesse de décroître. Bon. Donc, premier sujet, l'éducation. Deuxième sujet, redonner et faire tout ce qu'on peut pour redonner de la valeur à l'alimentation. Ensuite, il y a un troisième volet, c'est que il faut qu'on soit très solidaire tout au long de la filière pour pouvoir justement dire aux citoyens, si vous voulez agir encore plus vite en tant que citoyen, vous devez, dès lors que vous le pouvez, avoir votre rôle de consommateur qui soit associé. Et là, il ne faut pas se méprendre. Vous avez eu une facilité politique, mais très forte, qui a consisté à dire aux Français, au titre du pouvoir d'achat, on va réduire le prix de votre alimentation. Et ça, beaucoup de personnalités politiques sont tombées dedans. Parce que moi, je serais 10 fois plus aimé si je me battais pour faire baisser tous les prix de l'alimentation en disant aux Français, on va financer votre pouvoir d'achat sur le dos du compte de résultat des agriculteurs ou des coopératives, etc., etc. C'est 10 fois plus vendeur politiquement. Et d'ailleurs, à tel point qu'en 2008, il y a cette fameuse loi LME, et je le dis, je le redis, mais il faut la relire cette loi, c'est dément. La loi LME, dans son titre 2, elle dit, au titre du pouvoir d'achat, on dérégule le marché agroalimentaire. Mais à l'époque, génial, on est le quinquennat, un quinquennat, je ne veux pas rentrer sur des considérations politiques plus que ça, mais on voit bien, on était sur un truc pouvoir d'achat, et bien on a assumé de dire, au titre du pouvoir d'achat des Français, on dérégule le marché, et toute personne normalement constituée savait bien que déréguler le marché, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire, on va financer le pouvoir d'achat des Français sur les comptes de résultats des coopératives et le compte de résultats des agriculteurs. Une pure folie. Pourquoi une pure folie ? Parce que c'est comme ça qu'on empêche la montée nutritionnelle, la montée environnementale et surtout, à la fin des fins, notre souveraineté agroalimentaire. Et donc, Egalim 2, qu'est-ce qu'elle vient faire ? Elle réintroduit la loi LME. On réintroduit la loi LME. Mais je peux vous dire, il faut avoir un certain courage politique pour dire redonnons de la valeur à l'alimentation, re-régulons, parce que on ne peut pas financer le pouvoir d'achat des Français sur le dos de la coopération ou sur le dos des agriculteurs. Qui ne sont pas des philanthropes et qui ne sont pas là pour sauver la société de ce côté-là. Mais surtout, qui nous emmènent dans le mur, parce que c'est quoi la conséquence ? Dominique l'a dit. Depuis ces moments-là, on n'a fait que accélérer les importations. Bien sûr. Or, soyons fiers de notre modèle agricole, qui est un modèle agricole de qualité. Importer, c'est
dans la plupart du temps, importer des produits de moindre qualité. Eh bien, en gros, ne faisons pas d'économie sur l'alimentation. Et d'abord, les donneurs d'ordre, quels qu'ils soient, on a beaucoup parlé des consommateurs, il y a un autre donneur d'ordre qui est massif, c'est le donneur d'ordre public, bien sûr. État et collectivités territoriales. Dans ses achats notamment. Oui. Mais, et ça, le président de la République, il a poussé il a tapé du poing sur la table il y a peu de temps en Conseil des ministres. C'est secret, donc je le dis qu'à vous et ça reste entre nous. Bien sûr. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de journaliste, donc en disant la politique d'achat, c'est une politique économique, mais au sens politique du terme, et donc hors de question que quiconque ne fasse la moindre économie sur des politiques d'achat alimentaires. Bien sûr. Quand au même moment vous voyez que sur des territoires d'élevage, on sert aux gamins dans les cantines du poulet importé avec des antibiotiques de croissance ou de la viande faite dans des fermes dont le début du commencement ne serait pas accepté dans notre pays, eh bien, cette même politique d'achat doit être assumée par les collectivités locales. Et alors là, on me dit, oui, mais c'est une question de coût après, il faudrait que l'État... Non, c'est une question de choix. On fait une infrastructure où on investit dans notre alimentation. Ce que je veux dire, c'est que l'alimentation, redonnons-lui de la valeur et soyons fiers d'investir dans notre alimentation. Et alors après, dans le dernier cas, c'est une vraie solidarité de filière. Pourquoi je dis ça ? Je vous livre juste mes deux dossiers du moment qui l'illustrent bien. On arrête le broyage des poussins et l'élimination des poussins mâles. Bon. Tout le monde est pour. Ça représente... Tous les gens qui ont vu une vidéo sur Internet, qui ne connaissent pas le monde de l'élevage, mais qui ont vu une vidéo sur Internet. Oui, mais aujourd'hui, il y a un consensus. Si vous demandez dans votre micro-trottoir, êtes-vous pour l'élimination des poussins mâles ? Et tout le monde vous dit pour, et parfois la larme à l'œil, etc. Bien sûr. Ça représente, les chiffrages sont en cours, mais quelques dixièmes de centimes, entre... on va dire 0,5 à 0,7 de centimes d'euros par œuf. Bon. Ben, ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'on est en train de voir comment s'assurer qu'à la fin des fins, ce ne soit pas l'éleveur, pas l'industriel, qui le prenne sur sa marge. Parce que quand vous êtes consommateur et que ça représente quelques dixièmes de centimes par œuf, vous pouvez l'assumer, surtout que c'est vous qui l'avez demandé. Et quand c'est votre métier et que vous en faites une économie d'échelle, ben là, ça devient très, 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 très compliqué. Évidemment. Et parfois, ben, demain, ces œufs seront importés. Et quelle sera la conséquence ? C'est qu'ils seront importés de pays qui, eux, d'ailleurs, n'interdisent pas le broyage des poussins. Ouais. Donc, on est dans un système. Voilà. Et donc là, il faut qu'on ait une grande solidarité au sein de la filière. Et je le salue parce que, par exemple, sur l'ovosexage, je peux vous dire qu'on a une qualité de débat dans la filière qui est tout à fait remarquable pour faire en sorte que les éleveurs et les industriels ne soient pas... impacté et qu'on arrive à trouver un système directement entre les couvoirs et la grande distribution. Deuxième exemple, la fin de la castration à vif des porcelets. Là aussi, vous interrogez quiconque, surtout si c'est un garçon, il vous dit surtout il faut arrêter de castrer à vif les porcelets. Ben, ça coûte un peu plus cher. Et donc là, on a pareil, alors on dit on va le répercuter tout au long de la chaîne. Oui, mais il faut cette solidarité. Surtout, vous avez des acteurs qui, eux, disent « moi, je peux prendre du mâle non castré » et d'autres qui disent « moi, je veux que du mâle castré ». Comment on répercute, etc., etc. Et là, ça ne peut se faire que si, d'abord, on soit fier de nos productions, c'est-à-dire on montre, vous savez, nous, c'est pas des grands mots, c'est nous, filières, on est capable de faire ces transitions. Et comment on en fait de la création de valeur de ces transitions vis-à-vis du consommateur en lui disant c'est notre choix, c'est votre choix, on y répond, on est capable. Et à ce moment-là, la seule façon, c'est vis-à-vis de ces donneurs d'ordre, qu'ils soient consommateurs, donneurs d'ordre publics, nationaux ou locaux, il faut qu'il y ait une solidarité de la filière et surtout pas que la filière, entre guillemets, s'engueule entre eux, pardon du terme, en disant qui va supporter la chose entre nous. Non, il faut faire bloc vis-à-vis du consommateur et vis-à-vis des donneurs d'ordre pour faire en sorte, en disant, vous l'avez voulu, faites-le et assumez-le. Et en parallèle, nous, État, faire très attention que toutes ces transitions n'obèrent pas les capacités d'export de nos filières.
Ça, c'est très important. Et parmi toutes les questions posées cet après-midi et les réactions que nous avons eues sur ce plateau, on revient sur l'industrie agroalimentaire française qui souffre de distorsions de concurrence intra-Union européenne, ainsi qu'avec des pays tiers. Est-ce que selon vous, la présidence française de l'Union européenne marquera un tournant décisif pour mener à bien ce chantier? Parce que vous l'entendez tous les jours, vous êtes attendu là-dessus. Je le crois, et je le crois. Alors, déjà, mais Dominique l'a dit, et moi j'y suis totalement convaincu, c'est-à-dire que, pour faire très simple, la souveraineté, comment on l'a, c'est d'abord une question de compétitivité. C'est une question de favoriser à la fois le circuit court pour créer de la valeur et l'export pour créer de la valeur. C'est de réussir à faire en sorte que on se protège de mise en compétition déloyale. Et c'est à la fin, et vraiment je réinsiste dessus, c'est un enjeu majeur pour moi, c'est à la fin de faire en sorte que dès qu'il y a le mot produit en France, avec des produits français, on se dise ça c'est de la qualité nutritionnelle et environnementale. Et pourquoi j'insiste dessus? Parce que souvent en France on se dit la solution c'est le label. Et tout à l'heure, vous l'avez dit sur votre table ronde. Moi, je pense qu'on a déjà 10 fois trop de labels. Par exemple, si on rajoute un label parce que la boîte d'œufs, elle est faite avec une poule qui n'est plus élevée en cage ou qui est dans le processus, dont le petit n'a pas été, dont le frère n'a jamais été broyé, ni, vous voyez, votre œuf, ça devient un sticker géant, quoi. Si sur votre truc de jambon, vous avez un emballage en vous disant, est-ce qu'il a des nitrites ou pas de nitrites, est-ce qu'il est fait HVE ou pas HVE, est-ce qu'il a été, et à la fin vous rajoutez un logo, quel sera-t-il, en disant s'il a été castré ou pas castré, vous perdez tout le monde. Évidemment. Et donc, notre défi, c'est de dire production française est égale production de qualité. Et ça, pour moi, c'est essentiel parce que c'est ça qui va aussi encore renforcer le lien entre consommateurs et citoyens. Et je serais un peu moins sombre que disait Dominique sur ce volet-là parce qu'il y a quelques jours est parue une étude très importante, enfin très intéressante de l'IFOP qui dit que la confiance des Français dans leur agriculture n'a jamais été aussi forte depuis le début des années 2000. Et ça, je pense que c'est hyper positif. Il faut consolider et capitaliser là-dessus. Tout ça, c'est les enjeux. Après, est-ce qu'en Europe, on peut mieux se protéger? Oui, pour répondre à votre question. D'abord parce qu'aujourd'hui, on parle ouvertement de la réciprocité comme un objectif politique. Il y a 4 ans, vous parliez de réciprocité dans des enceintes, on vous regardait en vous disant « mais qu'est-ce qu'il a ?» Aujourd'hui, c'est affiché, c'est clairement affiché. Alors, c'est beaucoup d'énergie, on se bat avec énormément de force, mais il y a un momentum politique qui, je pense d'ailleurs, va être renforcé avec certains pays qui en Europe sont les plus libéraux, par exemple l'Allemagne, dont les dernières élections va encore amplifier ce phénomène en faveur de la réciprocité. Deuxième élément, on a eu des victoires, pas suffisantes encore à mes yeux, mais on a eu des victoires. La PAC, première fois, celle qu'on vient de négocier, dont j'ai fait la négo, première fois qu'elle est économique, environnementale, mais aussi sociale. Avec des conditionnalités sociales pour lutter contre la distorsion de concurrence d'un point de vue droit du travail. Totalement nouveau, très important. Deuxième exemple, la PAC, l'éco-régime, il est de 25%, moins ambitieux que d'autres ne le voulaient. Mais pourquoi il n'est qu'à 25%? Parce qu'on a dit on fait 25% parce qu'on ne fait pas d'exemption à côté. Oui. Pour que tous les États membres le fassent. Et donc, en fait, lutter contre les distorsions de concurrence au sein de l'UE. Il y a encore beaucoup à faire, je vous l'accorde, mais ça avance. Et ensuite, nous, pendant la présidence française, ça a fait quand même du bruit le fait qu'on s'oppose, par exemple, au Mercosur. Ils se sont dit, la France, ils ont mis un veto au Mercosur. Et donc, beaucoup de pays se sont dit, mais pourquoi donc, etc. Ben, on a juste expliqué que si la compétition à l'international était permise parce qu'on déforestait une partie de notre planète, et il y avait quand même un logiciel qui ne fonctionnait pas. Bon. Et donc, on est en train de réussir à cranter ce momentum politique avec, au titre du volet agricole, justement une directive sur la lutte contre la déforestation importée, très important parce que ça fait le lien avec tout le plan protéines, la protection pour la relocalisation, qui est d'ailleurs un des éléments du document qu'évoquait Dominique tout à l'heure. 2, on a une directive qui est très importante pour nous, qui s'appelle la directive Sud, qui en fait est la directive sur l'utilisation des produits phytosanitaires. La position de la France a toujours été très claire, c'est
pas d'interdiction sans solution, et les sujets phyto, il faut le plus possible les porter au niveau européen. Bon. Et donc cette directive va nous permettre de reporter le sujet au niveau européen sur les utilisations homogènes, mais plus d'y inclure aussi le volet les limites maximales de résidus sur les produits importés. Donc là aussi, on va pouvoir recranter sur c'est quoi les limites d'utilisation qu'on peut détecter sur les produits quand on importe. Et puis le troisième élément, c'est ces fameuses clauses miroirs sur lesquelles je suis en croisade, et je crois qu'il n'y a pas d'autre terme à Bruxelles sur ce sujet. Ça avance pas assez vite à mes yeux, mais je veux qu'on y arrive et on va se battre jusqu'au bout. Donc oui, ça avance. Non, ça n'avance pas encore assez vite. Oui, on se bat avec force. Et oui, on ne lâchera rien là-dessus parce qu'il faut trouver... C'est exactement ce que je disais sur le libérer-protéger. Il faut libérer le plus possible. L'Europe, par exemple, on a une vraie question, mais qui est une vraie... la stratégie Farm to Fork avec la réduction de la mission nourricière, pour moi, me pose un vrai problème parce que le rôle fondamental de l'agriculture, c'est de nourrir. Parce que l'Europe a une responsabilité nourricière. Parce qu'il y a un sujet, mais qui est incroyablement absent aujourd'hui des débats. La crise des engrais qu'on est en train de vivre. Nous, en France, on le gère. J'étais encore avec l'UNIFA il y a quelques jours. On le gère le mieux possible. On a des capacités de souveraineté dans certains segments de production d'engrais azotés. Alors après, c'est pas vrai pour l'urée, c'est pas vrai pour les solutions azotées, mais c'est vrai pour les engrais azotés. Donc on se bat et on arrive à gérer à la fois la production, à la fois la logistique. On a l'envolée des prix. Mais enfin bon, c'est très dur. Mais alors, si c'est très dur pour la France avec ce qu'on a, c'est juste monstrueux pour d'autres pays. Et comme vous avez une corrélation directe entre engrais et production, à la fin des fins, qu'est-ce qui va se passer dans un an? Bon, et bien ça, c'est exactement la même question que stratégie Farm to Fork en disant on réduit. Non, la première mission agricole, c'est une mission nourricière. Et ce qu'il faut réussir, nous, à faire, c'est maintenir ce côté nourricier, avec même une responsabilité de l'Europe à travers le monde, que de pouvoir aller aider à nourrir certaines parties du monde, sans obérer de quelque sorte que ce soit les capacités de production de ces pays-là. Moi, j'ai une relation avec le continent africain, j'y ai vécu, j'y ai travaillé, j'ai énormément bossé, j'ai aidé justement à développer les productions agricoles là-bas. Donc d'aucune manière que ce soit, on peut me faire un procès en disant on veut les empêcher d'eux. Pas du tout, il faut les accompagner à fond. Mais évidemment, en même temps, il faut qu'on soit lucide. Avec le changement climatique, la responsabilité nourricière de l'Europe, elle va croître, elle ne va pas décroître. Bon. Et donc nous, ensuite, notre responsabilité, ça va être de se dire comment on fait à la fois pour assumer cette production nourricière, tout en protégeant l'environnement et monter en grade nutritionnel. Et ça, c'est la vraie question et c'est ce sur quoi il faut investir. On est là sur la vision long terme et merci de la partager avec autant de passion, monsieur le ministre. C'est rare, en tout cas dans l'histoire des ministres de l'Agriculture, d'avoir autant de passion là-dessus. Je vous amène toujours sur cette vision long terme. Vous le savez, les coopératives ont pris la mesure, évidemment, des transitions à mener. Pour autant, ce chantier demande de l'investissement au quotidien, du temps, mais aussi des moyens financiers. Est-ce que, selon vous, l'État, lui, a pris la mesure de l'importance des moyens à déployer à long terme? Et là, je parle justement de cette vision long terme au-delà de 2030. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que, de mémoire d'anciens, comme on dit dans les campagnes, je pense que jamais on a vu, là, moi, depuis 18 mois, c'est 4 milliards d'investissements au titre de France Relance ou de France 2030 pour la modernisation ou l'innovation qu'on investit ou qu'on va investir. Ça n'a jamais été fait. La première action que j'ai faite quand j'ai été nommé ministre, c'est de faire en sorte que le monde agricole et agroalimentaire rentre pleinement dans France Relance, quand bien même ça n'était pas, à la différence d'autres secteurs, ceux qui avaient été le plus impactés, même s'ils avaient été impactés. Et donc je me suis battu en disant, mais notre souveraineté, elle ne se construira que par l'investissement. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'importe. Je ne crois pas, ou sinon on serait champion du monde, que c'est par une loi qu'on va faire les transitions. J'y crois pas. Parfois, la loi est nécessaire. Je l'ai dit sur Egalim 2. Mais ça ne se fait, c'est comme dans la vie, que par l'investissement. Donc il faut investir, investir et investir. Alors, c'est ce qu'on fait avec le plan France Relance, 1,4 milliard, où là, c'est de la modernisation. France 2030, on a un énorme défi, mais qui est passionnant, c'est quoi notre agriculture de 2030 ? Et c'est là où
mais on en a longuement discuté avec Dominique, c'est là où moi j'ai proposé cette troisième révolution agricole. Pourquoi ? Déjà parce que je pense qu'il faut tourner la page de la deuxième. La deuxième, c'est l'agrochimie. Aujourd'hui, et on le voit, tous les débats portent encore sur cette agrochimie. C'est très bien, c'est hyper important. Il faut continuer à réduire dès lors que c'est possible. Je le dis, moi j'ai été formé à ça. À mon époque, on appelait ça l'agriculture raisonnée. Maintenant, c'est l'agroécologie. Mais en fait, c'est consubstantiel à ce qu'on fait. Je veux dire, depuis 2017, on a fait x2 en surface sur le bio. On a fait depuis 3 ans x20 sur HVE. Les CMR1, ils ont été réduits de 93%. Les CMR2, ils sont réduits de 40%. C'est consubstantiel. Alors c'est vrai qu'en plus, ça devient parfois épidermique parce qu'on dit c'est jamais assez. Et comme on dit c'est jamais assez, alors que la réalité, c'est qu'il y a une vraie transition et que oui, il faut la continuer. Parfois, il y a des sources de tension. Mais il y a des sources de tension qui, en fait, si on ne tourne pas cette page-là par autre chose, ne s'arrêteront jamais. Je veux dire, c'est quoi le seul limite de l'utilisation ? Ça s'arrête où ? À quel moment ? Il y a un truc qui peut se dire, ça s'arrête à partir du moment où nous-mêmes on arrête notre production et donc on va devoir importer de chez les autres. Oui, vachement bien comme vision. Bon. Donc autant vous dire que c'est pas la mienne. Par contre, c'est vrai que c'est très important parce qu'on en est d'ailleurs les dépositaires et en plus on en vit dans le monde agricole de préserver la biodiversité. Parfois c'est encore plus complexe parce qu'on veut préserver la biodiversité, mais on a un enjeu encore plus, au moins aussi important, qui est de capter du carbone. Et alors là, biodiversité versus carbone, on en revient à l'agriculture de conservation, à l'utilisation du glyphosate. Ben, on peut pas, à un moment, il faut faire un choix. C'est extrêmement compliqué. Mais en tout cas, il faut éclairer ce débat-là. Moi, je suis un fervent défenseur, mais alors vraiment un fervent défenseur de l'agriculture de conservation. Je regrette qu'au moment des débats sur les glyphos, pas suffisamment de gens aient levé la main en disant est-ce que quelqu'un fait le calcul du nombre de tonnes de CO2 qu'on va relâcher dans l'atmosphère ? Oui, bien sûr. Et alors après, il y a un vrai débat démocratique. On peut nous dire, nous, monde agricole, on préfère que maintenant vous tourniez la page du carbone pour faire que de la biodive. En tout cas, il faut sortir tous ceux qui nous disent vous pouvez faire les deux. Sur cet exemple-là, en l'occurrence, là, ça ne marchait pas parce que, comme l'a dit Dominique, c'est pas blanc ou noir, c'est vachement plus compliqué. Ou parfois ça peut marcher, là où on nous sort l'électrification du champ avec un courant électrique qui passe, qui tue toutes les mauvaises herbes. Oui. Mais enfin, bonjour la gueule du ver de terre derrière, il n'y a plus rien dans votre sol. Donc, bref, et donc il faut vraiment réussir à investir dans ces transitions parce que sinon on s'emmène tous vers soit d'une non-solution, soit vers la seule solution qui est l'importation, et en plus encore plus de crispation entre les différentes parties prenantes, je vais dire, au débat. Et donc, il faut sortir de ça. J'en suis convaincu. Tout comme il faut être hyper offensif pour montrer tout ce qu'on fait en disant avec beaucoup d'humilité, oui, on peut continuer, et même on va continuer, et d'ailleurs, c'est dans notre intérêt de continuer. Mais notre vision, c'est la souveraineté. L'agroécologie est un des moyens de l'assurer, ce qui est très différent. Bon. Et donc, il faut sortir de cette deuxième révolution et écrire une nouvelle page de notre histoire agricole et agroalimentaire. Ça, c'est la troisième révolution agricole, vivant et connaissance. Le numérique, c'est partout aujourd'hui. Les Français ne le savent pas. On veut attirer plus de jeunes. Disons-leur que c'est des métiers incroyablement innovants. Évidemment. Il n'y a pas un jeune aujourd'hui qui veut aller dans un métier qui n'est pas innovant. Bon. Et c'est vrai que, y compris dans le marketing, d'ailleurs, les coopératives ont un rôle énorme à jouer parce qu'y compris dans le marketing, quand sur le pot de yaourt, c'est la crémière, on ne se dit pas qu'en fait, tout ça est un secteur et une chaîne de valeur incroyablement innovante. Bon. Premier point, le numérique. Deuxième point, l'agro-robotique. Je reprends mon exemple du glypho ou des herbicides. La seule possibilité pour sortir d'un herbicide sans mettre un conflit entre deux objectifs environnementaux ou mettre nos agriculteurs dans la panade et à la fin notre consommateur face à des produits de moindre qualité, bref, une chaîne destructrice de valeur économique et environnementale, la seule solution, il n'y en a pas deux, c'est le désherbeur automatique, mécanique. Il n'y en a pas deux. Alors certains vont dire si on va recréer des emplois parce qu'on va demander à des gens d'aller dans les champs. Ouais. Je pense que même si on mettait des offres d'emploi et qu'on offrait la binette pour aller enlever, il n'y aurait personne parce que la terre et les bottes, la terre est très basse. Donc c'est pas ça. Donc
Deuxième sujet, agro-robotique. Aujourd'hui, on fait des trucs mais incroyables. Investissons à fond dedans. Faisons en sorte que, en plus, ce soit nos entreprises qui développent le matériel. Troisième sujet, la génétique. Alors là, remettons de la raison. Moi, je suis pour les NBT qui permettent d'avoir des plantes résistantes à des crises sanitaires ou des plantes résistantes au stress hydrique. Évidemment, pas des NBT permettant d'être résistants aux herbicides. Mais on est dans une société, c'est blanc ou c'est noir. On est pour, on est contre. Parfois, c'est plus complexe. Donc moi, je suis pour, avec raison. Et c'est très important. Et le dernier volet, c'est le biocontrôle. Aujourd'hui, il y en a partout. Je suis un fervent défenseur de reconstitution des haies, etc., etc. Il faut continuer. Ça, c'est sur le volet agricole. Sur le volet alimentaire, il y a la même révolution qui est en cours. Bien sûr. Les ferments, les microbiomes. Et je pense même, pour vous dire, je pense même qu'on ne va pas encore assez loin. Autant sur le volet agricole, on la voit, cette révolution du vivant, de la connaissance. Elle est présente aujourd'hui. Donc on la matérialise. Je pense qu'elle est hyper importante. Il faut la matérialiser, il faut la faire vivre, il faut investir. Et c'est tout comme je vous ai donné un scoop, je ne suis pas candidat à la présidentielle. Je vous donne un autre scoop. À titre personnel, je ne sais pas où je serai après dans 3 mois et demi, 4 mois. Bon. Ce dont je vais être sûr, c'est qu'avec France 2030, on a réussi à atteindre un point de non-retour, c'est-à-dire qu'on ouvre cette page de la 3e révolution agricole. Je pense qu'elle est essentielle et que jamais on ne la referme. Et après, dans le volet alimentaire, je pense qu'on n'est pas allé encore assez loin. C'est moins présent dans les consciences et on n'est pas allé encore assez loin. Et en tout cas, moi, je suis vraiment prêt à bosser avec la coopération agricole là-dessus pour se dire, c'est quoi le gap où on peut aller, le saut technologique où on peut aller encore plus loin. Le ferment, c'est essentiel. Alors, ça ne parle pas beaucoup. Évidemment, quand on parle fromage vin, ça parle déjà beaucoup plus. Mais c'est des révolutions incroyables. Et là aussi, on investit énormément. Donc, on va investir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est que comme ça. Je termine parce que je suis trop long. Mais il y a un truc qui est dingue dans notre pays. On s'est habitué à se dire, la France, elle est toujours capée entre 0,5 à 1% de croissance. Mais pourquoi ? Tout comme on s'est habitué au chômage de masse. On a réussi enfin à montrer qu'il était possible de revenir à des taux de chômage inédits par rapport à tout ce qu'on avait vécu, y compris pendant une crise incroyable. Mais pourquoi on se dit que notre taux de croissance est limité entre 0,5 et 1 ? C'est une sorte de plafond de verre qu'on a pris comme habitude. On se dit, est-ce que c'est 0,8 cette année ? Bon, là, on est à 6,7, c'est évidemment exceptionnel. Mais comment vous explosez ce plafond de verre ? Par l'investissement, tout comme dans vos entreprises. C'est par l'investissement que vous créez de la valeur. L'État, c'est pareil. Enfin, la nation, plutôt. La nation. C'est en investissant dans ce qu'elle croit. Et l'agriculture et l'agroalimentaire doit être un de ces piliers. En tout cas, c'est ce que le président de la République a montré en faisant la part belle à ces deux secteurs dans France 2030. Monsieur le ministre, la pendule me rappelle en face de moi qu'il ne nous reste que quelques secondes pour échanger. On sait que ça pourrait durer des heures supplémentaires, mais nous ne les avons pas. Et je ne suis pas sûr que votre équipe, d'ailleurs, me tolère les heures supplémentaires. Juste un mot, parce que vous avez appuyé dessus très souvent, Dominique Chargé se félicitait tout à l'heure de la qualité du dialogue entre la coopération agricole et vous. Quelles seraient, en quelques mots, selon vous, les conditions nécessaires pour que ce type de relation fondée sur la responsabilité, sur la confiance réciproque, vous l'avez dit l'un et l'autre, pour que ce type de relation puisse s'instaurer durablement? D'abord, moi je pense que c'est comme tout, mais Dominique le disait, tout doit être fondé sur la confiance, parce que entre partenaires, si on ne se fait pas confiance, on n'avance jamais. Bon. Donc il faut la confiance, mais la confiance, elle doit être à due concurrence d'ailleurs de l'exigence. Les partenaires doivent être extrêmement exigeants les uns vis-à-vis des autres. Cette critique constructive, savoir se dire les choses de manière très franche, parfois ne pas du tout être d'accord, c'est bien normal dans une vie, mais toujours en se disant, si on n'est pas d'accord, est-ce que l'autre a compris pourquoi on n'est pas d'accord ? Enfin, pourquoi je ne suis pas du même avis, etc. Donc, confiance, exigence. Après, les clés, moi je pense, c'est d'abord une vision partagée. Et cette vision de la souveraineté, je dois dire qu'on la partage entièrement avec la coopération agricole. Après, c'est des objectifs nous permettant d'avoir cette vision partagée.
des objectifs sur la rémunération, des objectifs sur la création de valeur, des objectifs sur le renouvellement de génération, des objectifs sur les défis à entreprendre demain. C'est-à-dire, en fait, se mettre d'accord sur une feuille de route en disant on a une vision, on a des objectifs, où est-ce qu'on diffère, où est-ce qu'on ne diffère pas, comment on fait pour avancer. En fait, c'est juste travailler avec méthode. Vous voyez ce que je veux dire ? La confiance, elle naît d'une méthode, et d'une méthode qui est de toujours considérer qu'on est plus fort ensemble que tout seul, même si on n'est pas d'accord, parce qu'on se nourrit du débat, on se nourrit des visions des uns et des autres. Et merci d'être venu nourrir notre débat aujourd'hui, cher Julien de Normandie. Monsieur le Président Dominique Chargé, vous avez été très attentif, vous avez répondu aussi sans micro d'ailleurs, mais vous avez répondu à beaucoup de choses. Votre mot de conclusion après ce partage avec Monsieur le Ministre. Je veux remercier d'abord Monsieur le Ministre. Merci Julien, ta connaissance des sujets, ton implication, ton engagement. Je veux quand même redire effectivement que c'est extrêmement important pour nous aujourd'hui de travailler dans ces conditions, et nous partageons l'objectif de cette souveraineté, de la reconquête de cette souveraineté alimentaire et des moyens qui vont avec. Je vais retenir deux choses parce qu'elles sont importantes. Vous avez raison, on était entre nous, il y avait à peu près 1500 personnes de l'autre côté de la caméra, mais ils étaient personne. On dira rien. Moi, je pense que pas d'économie sur les politiques d'achat, évidemment, d'une chaîne alimentaire qui rémunère l'ensemble de ses coûts. Je pense que voilà, je vais jusque-là parce que je pense que c'est important. Les gens ont besoin d'entendre ça aujourd'hui, mais je vous remercie pour cette phrase et pour cet engagement. Redonner la valeur à l'alimentation. Et le deuxième point que je retiens, c'est nous avons un enjeu énorme sur la présidence française de l'Union européenne sur ces questions de distorsion de concurrence à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières, et je sais qu'on y travaillera. Évidemment, Monsieur le ministre, je vous remercie du scoop. Julien, vous ne serez pas candidat, mais peut-être que vous connaissez quelqu'un qui le sera ou qui pourrait l'être. Et à ce moment-là, je vais quand même vous remettre le document pour que vous puissiez avoir l'occasion d'en discuter avec lui, en tout cas. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'en discuter avec un potentiel candidat un de ces jours. Moi, ce qu'on va en faire maintenant, c'est effectivement présenter cette plateforme à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle. On a déjà pris des contacts avec les équipes de campagne qui se mettent en place. Et ce que je veux dire aussi, et c'est là aussi donner rendez-vous à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, c'est au Salon de l'Agriculture qui sera, je pense, un temps fort où nous aurons l'occasion de rencontrer ces candidats qui, à ce moment-là, sans doute seront tous déclarés à la présidence de la République. Donc je vous donne rendez-vous à cette occasion à tous. Et je voulais remercier Monsieur le Ministre, vous remercier Nicolas d'avoir animé cet après-midi avec nous. C'était vraiment... merci parce que ça a vraiment été intense. Il y a eu des moments d'échange importants. Il s'est dit des choses et je vous en remercie en espérant encore une fois qu'on ait été utile à faire progresser le débat. Vous remerciez tous d'avoir été présents et vous donner rendez-vous donc pour nos prochains rendez-vous, et l'un des tout prochains sera le Salon de l'Agriculture. Donc merci à tous. Très bonne fin de journée. Et merci. Je voulais à mon tour donner rendez-vous sur le replay sur votre chaîne YouTube, parce qu'en effet, vous proposez à celles et ceux qui voudraient le regarder, notamment avec leurs équipes, vous avez une magnifique chaîne YouTube de la coopération agricole. Un remerciement particulier, cher Dominique Chargé, Monsieur le Président, parce que le paysan raté que je suis est toujours heureux de venir se rappeler pourquoi il a de la belle terre sous les chaussures, une terre avéronaise. Mais je suis très heureux de venir me le rappeler ici. Merci, Monsieur le Ministre, et vous me permettrez des remerciements particuliers à vos équipes au sein de la coopération agricole. Florence, Mélodie, Denis aussi, les Guillaume qui sont pas loin, enfin toutes celles et ceux qui à vos côtés ont permis cet événement, un rebondissement depuis quelques jours, mais qui ont réussi avec succès son organisation. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, je m'associe à vos remerciements pour l'ensemble des équipes qui ont fait cet événement. Merci, bonne soirée à tous.